Imagine-toi, pendant un instant, être complètement impuissant. Tes rêves écrasés, tes ambitions ridicules aux yeux des autres, ton potentiel invisible dans un monde qui préfère la médiocrité conforme. Tu te demandes pourquoi certains semblent avoir le pouvoir de façonner leur destin alors que toi, tu restes coincé dans l'ombre de ce que tu pourrais devenir. Et si je te disais que Friedrich Nietzsche, l'un des philosophes les plus controversés de l'histoire, avait déjà anticipé ta souffrance il y a plus d'un siècle? Et s'il avait laissé derrière lui un conseil radical, presque scandaleux, qui pourrait transformer ta vie? Deviens le monstre. Ces 3 mois contiennent peut-être la clé de ta libération. Mais attention, cette vérité risque de bouleverser tout ce que tu crois savoir sur le pouvoir, la morale et ta propre identité. Dans cette vidéo, je vais t'emmener au cœur de la pensée nietzschéenne la plus dérangeante, mais aussi la plus libératrice. Tu découvriras pourquoi les gentils finissent souvent écrasés, pourquoi ta compassion te rend parfois complice de ta propre destruction, et surtout, comment embrasser ta part d'ombre pourrait être le seul chemin vers ta véritable puissance. Ce n'est pas une vidéo de développement personnel ordinaire, c'est un manifeste philosophique qui dérange, une exploration de la psychologie des forts et des faibles, une invitation à regarder en face ce que tu as toujours craint de devenir. Je te préviens, après avoir entendu ce message, tu ne pourras plus voir le monde avec les mêmes yeux. Tu commenceras à reconnaître les monstres cachés derrière les sourires et peut-être à comprendre pourquoi devenir toi-même un certain type de monstre est ton seul espoir de survie dans un monde qui dévore les gentils. Es-tu prêt à plonger dans l'abîme nietzschéen, à confronter cette vérité inconfortable qui pourrait transformer ta vie? Bienvenue dans « Deviens le monstre », le conseil de Nietzsche aux impuissants. Pour comprendre ce conseil radical de « devenir le monstre », nous devons d'abord plonger dans l'univers philosophique de Friedrich Nietzsche. Né en 1844 dans une Allemagne en pleine transformation, Nietzsche a osé remettre en question les fondements même de la morale occidentale. Sa thèse la plus controversée, la distinction entre ce qu'il appelle la morale des maîtres et la morale des esclaves. Selon lui, l'histoire humaine a connu un renversement catastrophique des valeurs, où la force, l'affirmation de soi et l'excellence, autrefois célébrées, ont été remplacées par l'humilité, la compassion et la soumission. Dans Par-delà bien et mal et la généalogie de la morale, Nietzsche dévoile comment ce qu'il nomme la morale du troupeau est en réalité une stratégie de survie des faibles. Ne pouvant pas s'affirmer directement, les impuissants ont transformé leur faiblesse en vertu. Ils ont diabolisé la force, criminalisé l'ambition et sanctifié la souffrance. Mais voici le paradoxe nietzschéen. Cette morale d'esclave ne libère pas les faibles, elle les maintient dans leur faiblesse tout en leur donnant l'illusion de la supériorité morale. La volonté de puissance, der Wille zur Macht, est le concept central pour comprendre l'appel à devenir le monstre. Contrairement à l'interprétation populaire, il ne s'agit pas simplement de dominer les autres. C'est une force créatrice, l'impulsion fondamentale de toute vie à dépasser ses limites, à s'affirmer pleinement. Quand Nietzsche nous invite à devenir le monstre, il ne prône pas la cruauté gratuite. Il nous appelle à nous libérer des chaînes moraux qui emprisonnent notre potentiel, à reconnaître que la compassion mal dirigée peut être un poison, que la gentillesse sans discernement peut être une forme d'autodestruction. Il nous exhorte à embrasser la figure du Übermensch, le surhomme, non pas un tyran, mais celui qui a le courage de créer ses propres valeurs au-delà des conventions. Celui qui affronte l'abîme du nihilisme et en revient avec la force de dire oui à la vie dans toute sa brutalité et sa beauté. Nietzsche lui-même écrit « Il faut avoir le chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse ». Ce chaos, cette part monstrueuse que nous refoulons, pourrait être précisément la source de notre plus grande force. Mais attention, l'invitation à devenir le monstre n'est pas un simple rejet de toute morale. C'est plutôt l'histoire humaine regorge d'individus qui ont compris, consciemment ou non, cette leçon nietzschéenne de devenir le monstre. Des personnes qui ont accepté d'être perçues comme monstrueuses pour accomplir ce qu'elles estimaient nécessaire. Prenons d'abord Machiavel, dont Le Prince reste l'un des textes les plus controversés sur le pouvoir. Lorsqu'il écrit « Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé », il révèle une vérité que nous préférons ignorer. Parfois, la gentillesse est interprétée comme une faiblesse à exploiter.
Machiavel a osé devenir le monstre intellectuel de son époque en disant tout haut ce que les puissants pratiquaient en silence. Sa réputation en a souffert pendant des siècles, mais sa lucidité a traversé le temps. Winston Churchill représente un autre exemple fascinant. Avant la Seconde Guerre mondiale, il était considéré comme un paria politique, un belliciste dépassé. Quand il a averti du danger nazi, on l'a traité de paranoïaque. Il a accepté d'être ce monstre qui hurlait dans le désert quand tous prenaient l'apaisement. Lorsque l'histoire lui a donné raison, cette monstruosité assumée s'est transformée en leadership légendaire. Comme il l'a dit lui-même, « Vous avez choisi le déshonneur pour éviter la guerre, vous aurez le déshonneur et la guerre ». Marie Curie, bien que rarement décrite en ces termes, a également embrassé le monstre. Dans une société qui considérait les femmes scientifiques comme des aberrations, elle a persisté. Face aux académiciens qui la rejetaient, elle n'a pas joué le jeu de la modestie attendue. Elle a poursuivi ses recherches sur la radioactivité avec une détermination que beaucoup jugeaient non féminine, obsessionnelle, monstrueuse pour l'époque. Cette monstruosité lui a valu 2 prix Nobel. Considérons également Nelson Mandela. Avant d'être sanctifié par l'histoire, il était considéré comme un terroriste par de nombreux gouvernements occidentaux. Il a refusé la non-violence absolue et a embrassé la nécessité d'une résistance armée contre l'apartheid. Cette acceptation d'être perçu comme un monstre par l'établissement était précisément ce qui lui donnait la force de résister pendant 27 ans d'emprisonnement. La monstruosité présumée est devenue la grandeur reconnue. Mais l'histoire nous montre aussi la ligne rouge à ne pas franchir. Car certains, comme Staline ou Hitler, illustrent non pas la philosophie nietzschéenne authentique, mais sa perversion. Ils n'ont pas transcendé la morale pour créer des valeurs supérieures, ils ont simplement imposé leur ressentiment à l'échelle industrielle. Nietzsche aurait vu en eux non pas des surhommes, mais des exemples ultimes d'esprit de vengeance, cette maladie qu'il dénonçait. La leçon historique est nuancée. Devenir le monstre ne signifie pas abandonner toute humanité, mais plutôt refuser de se soumettre aux conventions morales qui perpétuent la médiocrité et l'impuissance. C'est accepter d'être mal jugé pour rester fidèle à une vision plus grande que l'approbation sociale immédiate. Notre époque contemporaine nous offre des exemples encore plus saisissants de ceux qui ont compris la nécessité de devenir le monde pour changer le monde ou simplement survivre dans un système qui broie les gentils. Prenons Elon Musk, une figure polarisante s'il en est. Derrière son apparence de génie excentrique se cache quelqu'un qui a compris la leçon nietzschéenne. Quand il pousse ses équipes au-delà de l'épuisement, quand il brise les règles de la communication d'entreprise traditionnelle, quand il défie ouvertement les régulateurs, il embrasse consciemment sa monstruosité. Ses détracteurs le qualifient de tyran impitoyable, mais cette volonté de puissance lui a permis de révolutionner simultanément l'industrie automobile, spatiale et énergétique. Il n'a pas peur d'être détesté, et c'est précisément cette libération qui lui confère son pouvoir. Greta Thunberg incarne une forme différente, mais tout aussi puissante de ce principe. Cette jeune activiste a délibérément choisi d'incarner la figure dérangeante, celle qui refuse les compromis diplomatiques sur la question climatique. Son célèbre « How dare you » lancé aux dirigeants mondiaux était un moment de monstruosité assumée, brisant toutes les conventions de politesse, de déférence attendues d'une adolescente. Elle a compris que la gentillesse et le dialogue raisonnable avaient échoué pendant des décennies. Seule la confrontation brutale avec la vérité pouvait créer l'inconfort nécessaire au changement. Dans un autre registre, pensons à Lady Gaga au début de sa carrière. Ses tenues extravagantes, ses performances provocatrices, son refus des normes esthétiques traditionnelles, tout cela constituait une forme délibérée de monstruosité artistique. Plutôt que de se conformer aux attentes de l'industrie musicale, elle a créé sa propre catégorie. Je préfère être détesté pour ce que je suis qu'aimé pour ce que je ne suis pas. Cette philosophie profondément nietzschéenne lui a permis de transcender le statut de simple pop star pour devenir une icône culturelle. Même dans nos vies quotidiennes, nous observons cette dynamique. Pensez à ce collègue qui ose dire non quand tous acquiescent par peur, à cet ami qui quitte une relation toxique malgré la pression sociale pour sauver le couple, à ce lanceur d'alerte qui sacrifie sa carrière pour dénoncer des pratiques corrompues. Chacun d'eux accepte momentanément le statut de monstre, celui qui dérange, qui brise l'harmonie confortable du mensonge collectif.
Mais notre époque révèle aussi le coût de refuser de devenir le monstre quand nécessaire. Combien de #MeToo auraient pu être évités si les témoins avaient accepté d'être le trouble fait monstrueux qui dénonce? Combien de crises financières auraient pu être prévenues si des analystes avaient embrassé le rôle ingrat de Cassandre? L'ironie est là. Refuser de devenir le monstre par bonté peut parfois faire de nous les complices silencieux des véritables monstres. Comme l'écrivait Martin Luther King, « Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. » Pourquoi est-il si difficile d'embrasser ce conseil nietzschéen de « devenir le monstre » ? La réponse se trouve dans les profondeurs de notre psychologie. Carl Jung, héritier intellectuel de Nietzsche, a développé le concept d'ombre, cette partie de nous-mêmes que nous refusons de reconnaître. Plus nous la réprimons, plus elle devient puissante et dangereuse. L'invitation à devenir le monstre est en réalité un appel à l'intégration de notre ombre, à reconnaître que notre potentiel de puissance fait autant partie de nous que notre capacité d'empathie. Le mécanisme central est celui-ci. Nous sacrifions notre pouvoir sur l'autel de l'approbation sociale. La psychologie évolutive l'explique clairement. Être rejeté par la tribu signifiait jadis une mort certaine. Notre cerveau est donc programmé pour préférer la conformité à la puissance personnelle. Le monstre est celui qui brise ce conditionnement primitif. Remarquez ce paradoxe psychologique fascinant. Ceux qui craignent le plus de devenir le monstre sont souvent victimes de véritables monstres. La peur d'exercer sa puissance crée un vide que les manipulateurs et les oppresseurs s'empressent de combler. Ta gentillesse excessive devient ainsi le terreau de ta propre exploitation. L'effet Dunning-Kruger offre un éclairage supplémentaire. Ce biais cognitif révèle que les incompétents surestiment leurs capacités, tandis que les compétents les sous-estiment. De même, ceux qui devraient légitimement exercer leur pouvoir doutent souvent de leur droit de l'utiliser, tandis que les sociopathes n'hésitent jamais. Ce déséquilibre psychologique perpétue la domination des prédateurs sociaux. Le psychologue Albert Bandura a identifié le mécanisme de désengagement moral, notre capacité à neutraliser notre conscience morale pour accomplir des actes normalement contraires à nos valeurs. Les véritables monstres maîtrisent ce mécanisme à la perfection. Mais l'inverse existe aussi, un engagement moral excessif qui nous paralyse face à l'adversité, nous rendant incapables de la juste violence parfois nécessaire à notre protection. Un autre mécanisme crucial est celui de la prophétie autoréalisatrice. En refusant d'accéder à ta puissance par peur de devenir un monstre incontrôlable, tu te condamnes à l'impuissance. Cette impuissance génère frustration et ressentiment, les véritables graines du comportement monstrueux. Ironiquement, c'est en refusant d'intégrer consciemment ta monstruosité que tu risques le plus de la voir émerger sous sa forme la plus destructrice. Le psychiatre James Gilligan, qui a travaillé avec des criminels violents pendant des années, affirme que la violence naît principalement de la honte et de l'humiliation non reconnues. En refusant de reconnaître et d'intégrer notre potentiel d'agressivité, nous créons les conditions de son expression pathologique. Le message psychologique est clair. Devenir consciemment le monstre quand nécessaire est le meilleur moyen d'éviter de devenir inconsciemment un véritable monstre. C'est l'intégration volontaire de ton ombre qui te permet de la contrôler, plutôt que d'être contrôlé par elle. Comment cette dynamique du « devenir le monstre » se manifeste-t-elle à l'échelle collective? Observons le phénomène avec un regard sociologique. Les sociétés fonctionnent selon un équilibre délicat entre conformisme et innovation. Le conformisme assure la cohésion sociale, mais c'est l'innovation, souvent portée par ceux que Nietzsche aurait appelés des monstres créateurs, qui permet l'évolution culturelle. Sans ces individus prêts à briser les normes, nous serions encore à l'âge de pierre. Les expériences classiques de Solomon Asch sur la conformité révèlent une vérité troublante. Face à la pression du groupe, 75% des individus nieront l'évidence de leurs propres yeux. Cette tendance explique pourquoi les masses résistent initialement à ceux qui deviennent le monstre en défiant le consensus, avant, parfois, de les célébrer comme visionnaires. Nous assistons aujourd'hui à un phénomène paradoxal. La société de masse produit simultanément un conformisme extrême et des monstres réactionnaires. Les réseaux sociaux amplifient cette polarisation. D'un côté, la peur de l'annulation pousse à une prudence paralysante. De l'autre, cette répression crée une contre-réaction explosive chez ceux qui rejettent toute contrainte morale.
Les médias perpétuent ce cycle en transformant la transgression en spectacle. Ils diabolisent le monstre du jour tout en profitant de sa valeur d'attention, créant un système où la monstruosité authentique, celle qui transforme les valeurs, est noyée dans un océan de provocations vides. Remarquez cette tendance inquiétante. Quand une société punit systématiquement ceux qui deviennent le monstre pour de justes causes, elle ne supprime pas la monstruosité, elle la canalise vers des formes plus destructrices. La rage refoulée du collectif trouve toujours une expression, souvent sous forme de bouc émissaire ou d'autoritarisme. Hannah Arendt nous a mis en garde contre la banalité du mal, cette capacité des masses à participer à l'horreur par simple conformisme. Mais il existe aussi une banalité de l'impuissance, cette disposition collective à accepter l'inacceptable par peur de déranger l'ordre établi. Les moments historiques de transformation profonde surviennent précisément lorsqu'une masse critique d'individus décide simultanément de devenir le monstre. Pensez aux révolutions, aux mouvements de droits civiques, aux bouleversements culturels. Ce sont des moments où suffisamment de personnes rejettent la morale d'esclave pour créer une nouvelle réalité. Dietrich Bonhoeffer, théologien qui résista à Hitler jusqu'à en mourir, exprimait parfaitement ce dilemme collectif. Le mal ultime n'est pas commis par ceux qui plongent dans les ténèbres, mais par ceux qui restent silencieux face à lui. Parfois, le refus collectif de devenir le monde face à l'injustice est précisément ce qui permet aux véritables monstres de prospérer. La question pour notre société n'est donc pas comment éviter la monstruosité, mais comment distinguer la monstruosité créative, celle qui brise les chaînes, de celle qui simplement perpétue le cycle de domination sous de nouvelles formes. Descendons maintenant à l'échelle individuelle. Que se passe-t-il en toi lorsque tu embrasses cette philosophie de devenir le monstre? Quelle transformation psychologique et existentielle cela déclenche-t-il? Le premier impact est souvent une libération vertigineuse. Les personnes qui ont passé leur vie enchaînées à la quête d'approbation ressentent une sensation grisante lorsqu'elles s'en affranchissent enfin. Comme l'écrivait Nietzsche, « Devenir ce que l'on est exige qu'on ne se doute pas le moins du monde de ce que l'on est. En cessant de te définir par le regard des autres, tu découvres une identité plus authentique, souvent plus puissante que tu ne l'imaginais. » Puis vient la solitude, cette compagne inévitable de ceux qui s'écartent du troupeau. C'est ce que Nietzsche appelait l'air raréfié des sommets. En osant devenir le monstre, tu quittes la chaleur rassurante du consensus. Tu découvres que beaucoup préféreront te diaboliser plutôt que de remettre en question leur propre chaîne. Cette solitude est à la fois un prix à payer et une initiation nécessaire. La culpabilité surgit ensuite, vestige de ton conditionnement moral antérieur. Ton esprit rationnel a embrassé la philosophie nietzschéenne, mais ton inconscient reste imprégné de la morale du troupeau. Ce conflit interne peut être paralysant. Certains reculent à ce stade, préférant le confort de leur ancienne impuissance à cette tension morale. Mais pour ceux qui persévèrent vient l'étape cruciale, la recalibration éthique. Devenir le monstre n'est pas abandonner toute morale, mais forger consciemment ta propre échelle de valeur. Tu distingues désormais la compassion authentique de la faiblesse déguisée, l'affirmation légitime de soi de l'agression gratuite. Tu découvres une éthique plus subtile que le simple bien contre mal de ton ancienne moralité. Le paradoxe est là. En acceptant ta capacité à être monstrueux, tu deviens souvent plus humain, plus authentique dans tes relations. Ta gentillesse n'est plus une stratégie d'évitement du conflit, mais un choix conscient. Ton nom est respecté précisément parce qu'il est ferme. Ta compassion est valorisée parce qu'elle émane de la force, non de la peur. Nietzsche parlait d'amor fati, l'amour du destin, l'acceptation totale de la vie dans sa beauté et sa terreur. C'est peut-être l'ultime impact individuel de cette philosophie. En embrassant ta part d'ombre, tu accèdes à une affirmation plus complète de l'existence. Tu cesses de diviser le monde en aspects acceptables et inacceptables. Les témoignages de ceux qui ont traversé cette transformation évoquent souvent une sensation similaire. Pour la première fois, je me sens entier. Cette intégration psychique, réunir le monstre et l'ange en toi, est peut-être la véritable promesse de la philosophie nietzschéenne. Comment, concrètement, embrasser cette philosophie sans sombrer dans le nihilisme ou la cruauté? Voici les stratégies psychologiques pour devenir le monstre avec sagesse. Première étape, l'inventaire honnête de ton ombre. Pose-toi ces questions dérangeantes. Quelles sont les émotions interdites que tu réprimes?
Quel désir de puissance refuses-tu de reconnaître? Quelles limites n'oses-tu pas imposer? La psychanalyste Marion Woodman disait « Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. » Cette confrontation initiale est souvent la plus difficile. Deuxième stratégie, pratique la monstruosité graduée. Commence par de petits actes d'affirmation de soi. Dis non sans te justifier. Exprime une opinion impopulaire mais sincère. Déçois délibérément quelqu'un plutôt que de te trahir toi-même. Observe ce qui se passe, rarement les catastrophes sociales que tu imaginais. La technique du pire scénario est également puissante. Demande-toi, que se passerait-il vraiment si j'étais temporairement détesté pour cette action nécessaire? Généralement, la réponse est bien moins terrifiante que la paralysie perpétuelle dans laquelle te maintient la peur du jugement. Cultive ce que les stoïciens appelaient la forteresse intérieure, cette conviction que ta valeur ne dépend pas de l'approbation externe. Paradoxalement, c'est souvent en acceptant de devenir le monstre aux yeux des autres que tu découvres ta véritable force intérieure. Une stratégie subtile mais essentielle distingue la morale par défaut, celle que tu as absorbée passivement, de l'éthique consciente, celle que tu choisis délibérément. La première est souvent un outil de contrôle social, la seconde une boussole authentique. Comme l'écrivait Nietzsche, la maturité de l'homme, c'est d'avoir retrouvé le sérieux qu'on avait au jeu quand on était enfant. Recherche des modèles de monstruosité noble, ces individus qui ont brisé les conventions pour des causes justes. Étudie comment ils ont géré la solitude, les attaques, les doutes. Leur exemple te rappellera que le chemin, bien que difficile, a été parcouru avant toi. Une stratégie subtile mais essentielle distingue la compétence cruciale de distinguer quand devenir le monstre sert ton évolution et quand cela sert simplement ton ego blessé. La ligne est subtile. La question clé est « cette action émane-t-elle d'une position de force intérieure ou de réactivité émotionnelle ?» Finalement, pratique ce que le psychologue Robert Moore appelle l'agressivité bénigne. Cette capacité à utiliser ta puissance non pour dominer, mais pour créer, protéger et transformer. C'est peut-être là l'essence du message nietzschéen, la véritable force n'est pas dans la destruction, mais dans la création de nouvelles valeurs. Comme l'écrivait le poète William Blake, le rugissement des lions, le hurlement des loups, la fureur de la mer déchaînée et l'épée destructrice sont des portions d'éternité trop grandes pour l'œil de l'homme. Ta monstruosité bien canalisée pourrait être ta part d'éternité. Comment cette philosophie de « devenir le monstre » pourrait-elle transformer non seulement les individus, mais la société entière? Explorons quelques propositions radicales. Premièrement, repensons l'éducation. Notre système actuel valorise l'obéissance et la conformité au détriment de la puissance personnelle. Imaginez un modèle éducatif nietzschéen qui enseignerait aux enfants non seulement la coopération, mais aussi l'affirmation saine de soi, qui cultiverait leur volonté de puissance créatrice plutôt que de la réprimer, qui leur apprendrait que leur valeur ne dépend pas de l'approbation externe. Dans nos entreprises et organisations, nous pourrions valoriser le dissident constructif, celui qui ose incarner temporairement le rôle du monstre en remettant en question le consensus. Les recherches montrent que les équipes performantes ne sont pas celles où règne l'harmonie perpétuelle, mais celles qui savent traverser le conflit productif. Une culture organisationnelle nietzschéenne célébrerait cette tension créatrice plutôt que de la supprimer. Dans la sphère politique, nous devons reconnaître que le consensus mou et la tyrannie de la modération peuvent être aussi dangereux que l'extrémisme. Certaines situations exigent des positions radicales, des ruptures franches avec l'ordre établi. Une démocratie mature ne cherche pas à éliminer ces monstres politiques, mais à créer un cadre où leur énergie transformatrice peut s'exprimer sans violence destructrice. Pour nos communautés, imaginons des rituels contemporains, ces espaces protégés où chacun pourrait explorer sa part d'ombre, expérimenter sa puissance, tester ses limites. Les sociétés traditionnelles comprenaient l'importance de ces passages, nous les avons perdus, créant des adultes qui n'ont jamais rencontré leur propre monstre intérieur. Sur le plan culturel, réhabilitons le concept de sublime, cette expérience esthétique qui mêle terreur et beauté.
Notre culture du divertissement perpétuel nous infantilise, nous privant des confrontations nécessaires avec la part monstrueuse de l'existence. L'art véritable devrait nous mettre face à l'abîme, pas nous en distraire. Cette révolution sociale implique également une nouvelle approche de la santé mentale. Au lieu de pathologiser systématiquement la colère, l'ambition ou l'agressivité, reconnaissons-les comme des énergies potentiellement créatrices quand elles sont correctement canalisées. La vraie maladie est souvent dans la répression, pas dans l'émotion elle-même. Au niveau relationnel, imaginons des rapports humains fondés non sur la dépendance mutuelle, mais sur la rencontre de deux puissances. Nietzsche écrivait « L'état parfait serait celui où chacun utiliserait sa puissance particulière comme puissance dominante, à condition que cette puissance particulière soit compatible avec les puissances dominantes de tous les autres. » Ces propositions peuvent sembler utopiques, mais rappelons-nous que toute transformation sociale majeure a d'abord été considérée comme monstrueuse avant de devenir la nouvelle norme. L'abolition de l'esclavage, le suffrage universel, la démocratie elle-même, toutes ces idées ont d'abord été perçues comme des aberrations par leurs contemporains. La question n'est donc pas si nous devons collectivement devenir le monstre, mais comment orienter cette monstruosité vers la création plutôt que la destruction. Nous arrivons au terme de notre exploration de ce conseil nietzschéen dérangeant. Deviens le monstre. Quel chemin parcouru, des profondeurs philosophiques aux applications concrètes, de l'individuel au collectif. La vérité que nous avons dévoilée est paradoxale mais libératrice. C'est souvent en refusant d'intégrer notre part monstrueuse que nous devenons véritablement dangereux, pour nous-mêmes et pour les autres. L'impuissance n'est pas une vertu, elle est le terreau du ressentiment, cette émotion toxique qui, selon Nietzsche, empoisonne l'âme humaine depuis des millénaires. J'imagine que tu ressens peut-être un mélange troublant d'excitation et d'appréhension. Cette philosophie ébranle les fondements même de ta moralité habituelle. Elle te place face à des questions inconfortables. As-tu sacrifié ta puissance sur l'autel de l'approbation sociale? Ta gentillesse est-elle authentique ou simplement une stratégie d'évitement du conflit? Que pourrais-tu accomplir si tu osais embrasser pleinement ta volonté de puissance? Rappelle-toi cependant cette nuance cruciale. Devenir le monstre n'est pas une invitation à la cruauté gratuite ou à l'égoïsme débridé. C'est un appel à l'authenticité radicale, à cette forme de courage qui refuse les compromis moraux quand ils équivalent à une trahison de soi-même, à cette force tranquille qui n'a pas besoin d'écraser les autres pour s'affirmer. Comme l'écrivait Nietzsche lui-même, celui qui combat des monstres doit veiller à ne pas devenir monstre lui-même. Si tu plonges longtemps ton regard dans l'abîme, l'abîme finit par ancrer son regard en toi. La sagesse est précisément dans cette conscience vigilante. Utiliser ta monstruosité comme un outil au service de la vie, non comme une fin en soi. Je te laisse avec cette pensée. Peut-être que la véritable transcendance n'est ni dans la répression de ton ombre, ni dans son expression débridée, mais dans son intégration consciente. Peut-être que la plus haute forme d'humanité est précisément dans cette capacité à contenir les contraires, à être simultanément le monstre et l'ange, la force et la tendresse, l'affirmation et la compassion. Dans un monde qui oscille entre une gentillesse impuissante et une cruauté réactive, ose incarner cette troisième voie, celle de la puissance bienveillante, celle du monstre qui a apprivoisé sa propre force pour créer plutôt que détruire. Si cette exploration t'a touché, si elle a éveillé en toi cette part sauvage qui refuse la médiocrité, partage cette réflexion avec ceux qui, comme toi, sentent qu'il est temps de briser leur chaîne. Laisse une trace de ton passage, un commentaire, un like, un partage, non pas pour nourrir l'algorithme, mais pour créer une constellation de monstres lumineux dans l'obscurité du conformisme ambiant. Car comme l'écrivait encore Nietzsche, il faut encore avoir du chaos en soi pour pouvoir enfanter une étoile qui danse. Peut-être est-il temps pour toi de laisser danser ton étoile monstrueuse.